Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie Podcast. Si tu es arrivé par hasard, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologues ou discussions passionnantes entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Jessica. Bonjour. Alors, comme je le fais assez souvent dans mes épisodes en duo, est-ce que tu pourrais me dire comment tu vas aujourd'hui, mais vraiment, pas le genre ça va bien alors que c'est pas forcément le cas, mais vraiment avec toute transparence et honnêteté, comment tu te sens là, à l'instant T? Alors déjà, merci pour l'invitation et merci de me poser cette question avec transparence et honnêteté parce que c'est vrai que c'est une question qu'on pose et on ne prend pas toujours le temps d'écouter la réponse. Eh bien, écoute, aujourd'hui, je me sens sereine, je me sens calme et aujourd'hui, je me sens voilà, une journée vraiment tranquille, aller doucement, aller calmement, être aussi à l'écoute de mon corps. C'est le moment du mois aussi où j'ai besoin de ralentir le rythme et j'écoute vraiment ça. Mais je me sens bien. Je me sens très bien aujourd'hui. Et toi, comment tu vas? Ah bah merci de me retourner la question. Eh bien écoute, je me sens plutôt, plutôt calme aussi. Me suis levée ce matin en me disant, que je ferais les choses les unes après les autres. Et du coup, je me sens très, très sereine et j'ai même pris le temps ce midi de faire une petite méditation, chose que je fais quand même assez rarement et ça m'a fait le plus grand bien. Il y a du soleil par ici donc bah, écoute, je me sens plutôt bien, plutôt calme également donc on va essayer peut-être de maintenir cette good vibes tout au long de l'épisode et on va surfer dessus. Alors, avant d'approfondir, je rebondis déjà sur quelque chose que tu as dit sur j'écoute mon corps et je suis dans la période où je sais que j'ai besoin de ralentir. Est-ce que justement cette écoute de ton corps, de ses ressentis et donc pour le coup de cette fluctuation d'énergie que tu peux ressentir, ça a toujours été le cas chez toi? Alors, le changement d'énergie, oui, ça a toujours été le cas. Maintenant, écouter mon corps, non. Ça n'a pas été toujours le cas. Moi, je suis à la base quelqu'un qui est beaucoup dans l'action et beaucoup dans le mental aussi. Je réfléchis beaucoup, j'analyse beaucoup. Mon cerveau fonctionne à 200%. Et donc, ça provoque beaucoup de fatigue mentale et beaucoup de fatigue physique aussi pour moi. Et j'ai dû apprendre, par la force des choses en fait, un jour où mon corps a dit stop, j'ai dû apprendre à me réaligner entre mon esprit et mon corps et apprendre à écouter ce que mon corps avait à me dire et les moments justement où j'ai besoin d'aller un peu plus lentement, m'accorder plus de temps, plus de repos et les moments où je peux me permettre d'être plus dans l'action. Alors justement, on y reviendra dans la suite de l'épisode sur peut-être ton passé un peu plus chahuté. En tout cas, je tenais vraiment à te remercier d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast. Alors pour la petite info, la petite anecdote, nous avons tourné ensemble, enfin enregistré ensemble un épisode sur ton podcast il y a quelques jours maintenant. Et du coup, je me suis dit, ce serait sympa de pouvoir échanger l'invitation
sachant que ce sont des épisodes complètement différents. Et du coup, ça fait des belles rencontres, je trouve, et je suis contente de pouvoir utiliser ce média qui est le podcast pour également rencontrer de nouvelles personnes. Donc, merci à toi d'avoir accepté ce retour d'invitation. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous dire, et pour continuer un petit peu à apprendre et apprivoiser Jessica, est-ce que tu pourrais nous dire quel objet te représente le plus aujourd'hui et pourquoi? Alors, l'objet, c'est un petit nounours, une petite peluche en forme de nounours. Parce que ça fait plusieurs années que je travaille sur... alors, le mot travailler n'est pas toujours adapté, mais en tout cas que j'apprends à prendre soin de mon enfant intérieur. Et ces derniers mois, j'ai commencé un travail, ou en tout cas une analyse plus profonde sur mon enfant intérieur. Et cette petite peluche, c'est symbolique, mais ça représente vraiment la part enfant qu'il y a en chacun de nous, adultes, et aussi ne pas la négliger, savoir en prendre soin, savoir l'écouter également. Donc voilà, c'est l'objet que j'ai choisi. Super. Alors, du coup, raconte-nous un petit peu plus qui tu es, Jessica. Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être les quelques mots, les adjectifs qui te décriraient le mieux, par exemple? Voilà, pour bien comprendre l'adulte que tu es aujourd'hui, que tu es devenue aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais à peu près nous dire, un peu plus nous dire qui tu es en fait en tant que personne et puis peut-être qui tu étais en tant qu'enfant ou adolescente? D'accord. Alors, en tant que personne, je suis, je me définirais comme hypersensible et multipotentielle également. Et donc ça, forcément, depuis l'enfance. J'ai toujours été avide d'apprendre. Je me souviens quand j'étais petite, j'avais hâte d'aller à l'école pour apprendre à lire. Alors c'est peut-être pas le cas de tous les enfants, mais j'étais pressée d'aller à l'école. Je me souviens, enfin, je m'ennuyais à la maison en fait, et j'avais hâte de pouvoir apprendre à lire. Et dès que j'ai su lire, je passais mon temps à lire tout et tout le temps. Mon cerveau s'arrêtait pas. Et j'avais tout le temps tout le temps un livre à la main, des livres différents. Dans l'adolescence, pareil, je pouvais passer des journées dans ma chambre à lire, à dévorer des livres. Et toujours, voilà, cette soif d'apprendre sur des sujets divers et variés, que ce soit sur le corps humain, sur comment fonctionne l'humain aussi. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, en tout cas depuis l'adolescence. Et aussi cette envie d'explorer ma créativité, parce qu'au lycée, j'ai fait une, euh, une, pas une carrière, mais j'étais dans un lycée spécialisé pour les arts plastiques. Donc j'avais voilà, un cursus art plastique. Donc aussi, voilà, un côté assez créatif. Aujourd'hui, je le mets de côté, ou en tout cas, je l'exprime de manière différente que par les arts plastiques aussi. Et une personne très... alors, on dit de moi que je suis assez dévouée, serviable aussi. Et c'est vrai que j'aime aider les autres. Et est-ce que tu aimes t'aider toi? Oh, bonne question. J'apprends. J'apprends à le Parce faire. que souvent, justement, c'est ça qui fait que le vase déborde, c'est qu'on est tellement serviable, mais on est serviable à la merci des autres et du coup, on n'est pas avant tout son propre serviteur. Donc, Exact. le déséquilibre au fur et à mesure se creuse et peut aboutir à des débordements ou un état de brûlure qu'on appelle le burn-out, justement. Oui, on va Mais en parler. on y reviendra. Absolument. Alors c'est drôle parce que tu disais que du coup tu adorais l'école et que tu es quelqu'un un petit peu d'hypersensible, en tout cas une enfant hypersensible. Et moi c'est marrant parce que j'aimais bien l'école et en même temps, enfin j'aimais bien apprendre et j'aime toujours beaucoup apprendre et en même temps moi l'effet de l'école, je me souviendrai toujours
de comment je me sentais chaque matin, en fait. J'avais la boule au ventre, même des fois, j'en vomissais avant d'aller à l'école. Et je pense que c'était plutôt mon côté introverti, le fait d'être beaucoup, toute la journée en présence de plein de personnes, que ce soit d'autres enfants, des adultes, etc. Et en fait, avec le recul, je me dis que mon côté introverti me faisait avoir une vision de l'école qui était vraiment très désagréable, même physiquement. Pour autant, j'aimais l'école, j'aimais étudier, j'aimais apprendre. Donc on peut vraiment avoir des enfants qui réagissent différemment, pour autant qui aiment quand même apprendre, mais en fonction de leur caractère, de leur sensibilité, etc., ça peut vraiment prendre différentes formes. Donc voilà, c'était petite anecdote entre parenthèses. Alors dis-nous du coup, parce que je sais, petit teasing, mais je sais que tu as fait une reconversion professionnelle. Alors qu'est-ce que tu faisais avant de faire le métier que tu fais aujourd'hui? Ok, alors je vais pas dire le métier que je fais aujourd'hui, je vais attendre un petit peu. Ah oui, on tease un petit peu. Oui, on laisse monter le suspense, l'adrénaline, justement. C'est ça. Alors, avant de faire le métier que je fais aujourd'hui, j'en ai fait plusieurs, différents, parce que je me cherchais, je pense. Et, et ça m'a pris plusieurs années de trouver le métier qui me plaisait. Donc, j'ai travaillé dans la vente, j'ai travaillé dans le marketing, j'ai travaillé aussi dans le développement commercial, dans plusieurs pays parce que j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu voilà, une grande partie de ma vie d'adulte, de jeune adulte à l'étranger. Et voilà, j'ai travaillé voilà, dans différentes entreprises, des petites entreprises, des grandes entreprises, mais sans jamais me sentir à ma place euh, dans le cadre de l'entreprise en tant que salarié et sans me sentir à ma place non plus dans les fonctions que j'avais ou le métier que j'avais, donc que ce soit au niveau vente, commercial ou au niveau marketing. Je le faisais parce qu'il fallait travailler, tout simplement, tout en ayant en fait en moi ce questionnement de mais en fait ça me plaît pas vraiment, en fait c'est pas vraiment moi. Donc en fait, je parle de reconversion professionnelle, mais au final, tu as fait plein de petites reconversions professionnelles dans ta vie puisque tu as changé souvent de métier. Alors avant de dévoiler ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu pourrais essayer de préciser un petit peu ce que tu pouvais ressentir en fait quand tu dis je ne me sentais pas à ma place. euh, Concrètement, ça prenait quelle forme? Qu'est-ce que tu ressentais, peut-être même physiquement? Parce qu'il y a plein de personnes en fait qui savent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais en même temps, elles savent pas que c'est leur travail, et en même temps, elles n'osent pas, et en même temps, des fois, la pression et la sécurité financière prend le dessus, donc le mental prend le dessus. On a du mal à relativiser et à vraiment prendre conscience qu'il y a un mal-être vis-à-vis de nos choix professionnels, par exemple. De ton côté, en fait, ça prenait quelle forme, en fait, ce désalignement, on va dire, avec ce que tu voulais faire peut-être plus tard? Oui, chez moi, ça a été, alors étant sensible, hypersensible, même beaucoup de, d'angoisse, d'anxiété. Alors à l'époque, je le ressentais pas comme ça. C'est-à-dire que j'avais, pareil, une boule au ventre le matin avant d'aller travailler. Oh non, je veux pas y aller, j'ai pas envie. Du mal à me lever le matin. Dans la journée, c'était assez compliqué. Je me sentais souvent fatiguée justement parce que je devais lutter en fait pour, euh, pour aller travailler. Donc mon corps brûlait beaucoup d'énergie parce qu'il y avait en moi ce non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas le faire, mais je le faisais quand même parce que c'était comme ça. C'est ce que j'avais décidé pour moi en tout cas à l'époque. Donc beaucoup, voilà, beaucoup de fatigue physique, toujours épuisée et beaucoup de charge mentale aussi, beaucoup de questionnements aussi. Oui, mais si je fais pas ça, qu'est-ce que je peux faire? Je sais rien faire d'autre que ça. Moi, j'ai étudié, euh, j'ai fait une école pour ça, etc. Donc voilà, beaucoup de questionnements, d'angoisse. Au niveau physique aussi, des fois des douleurs, mais j'y prêtais pas vraiment attention.
et toujours voilà cette anxiété, vivement le week-end, j'en peux plus, et hâte du vendredi soir pour enfin être en week-end. Mais en même temps, j'avais ces questions en moi de c'est pas possible en fait. Je me disais, je sais pas ce que je veux faire à cette époque-là. Je savais pas encore ce que je voulais faire d'autre. Je savais pas encore où je voulais habiter, ou c'était pas très clair dans ma tête, mais j'avais une certitude, c'est que je voulais pas vivre comme ça. Un peu ce métro boulot dodo. Je, je, Ça collait pas en fait avec moi, avec ma personnalité, avec ma façon d'être. Et je pense que c'est pour ça que euh, en, en parallèle de voyager beaucoup, de vivre, donc j'ai vécu une époque en Asie, dans le Pacifique, dans d'autres pays d'Europe, au Portugal, en Angleterre, etc., en Amérique du Sud. Et je pense que c'était aussi pour moi un moyen de non seulement d'assouvir ce désir d'apprendre, mais aussi, entre guillemets, de fuir et de chercher ce que je savais pas encore, je savais pas encore quoi. Donc il y avait voilà, cette dissonance cognitive, donc c'est-à-dire d'un côté on pense une chose, mais de l'autre on pense exactement le contraire, et donc du coup mentalement ça fait un combat dans Mm. mental Alors des fois, c'est je pense quelque chose, mais je ressens le contraire. aussi. Cette, ce travail autour de l'ego et de l'intuition qui est intéressant de faire et de prendre conscience. Alors alors c'est assez drôle, pas drôle en soi, mais je relève. Tu as dit, en tout cas, ce n'était pas le choix que j'avais décidé de faire pour moi à cette époque-là. Et c'est super parce qu'en fait, enfin, je trouve ça super que tu aies employé ce terme-là parce que tu as dit c'est je, en fait. C'est pas on me l'a imposé, c'est toi qui, à l'époque, avais pris cette décision-là. Mais ça veut dire aussi que tu as aussi décidé de changer Oui, avec toutes les difficultés, effectivement, que ça peut engendrer, les remises en question que tu as peut-être nous présenter. Mais en tout cas, tu as fait le choix à une époque de faire certains choix et tu as fait le choix ensuite d'en faire d'autres. Mais ça reste toi. Tu as été vraiment, du coup, actrice en fait. Et, euh, et maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire, au final, qu'est-ce que tu as décidé de réaliser comme activité aujourd'hui et comment peut-être tu en es arrivé à trouver cette activité-là puisque tu ne savais pas où aller au départ. oui. Alors ce que je veux ajouter avant de répondre à ta question, c'est que effectivement, quand j'ai dit c'est le choix que j'avais fait à l'époque, c'est aujourd'hui avec le recul que je suis en mesure de dire ça. À l'époque où j'avais la vingtaine, j'étais pas encore consciente de tout ça, que je faisais mes propres choix, je le faisais inconsciemment en fait. Donc voilà, pour dire que c'est aussi, comme c'est des choses qu'on n'apprend pas du tout à l'école malheureusement, qu'on est acteur de sa vie, qu'on est le personnage principal dans sa vie, qu'on crée sa propre réalité. À cette époque-là, c'était complètement inconscient. C'est aujourd'hui que je suis capable de le dire. Voilà, je voulais le préciser aussi. Alors maintenant, pour répondre à ta question, donc aujourd'hui, je suis naturopathe et coach mindset. Et justement, j'aime associer l'hygiène de vie globale, donc avec la naturopathie, et le mindset. Donc le mindset, en gros, c'est l'état d'esprit, dans quel état d'esprit on est, dans quel état d'esprit on fait les choses, c'est la gestion du mental, pour aider les femmes à se libérer du stress chronique et qu'elles puissent trouver ou retrouver un équilibre, non seulement mental, physique, mais aussi émotionnel. Parce que pour moi, le bien-être, la santé, c'est pas seulement de se dire j'ai mal nulle part, c'est-à-dire j'ai aucune douleur physique, mais c'est aussi être capable, voilà, d'être bien mentalement, d'être bien dans ses pensées, les pensées qu'on a, et aussi émotionnellement. Alors, Oui, ce qui m'a, tu as raison parce que je me permets juste de rebondir justement sur ce que tu disais parce que souvent on parle de santé comme absence
absence de troubles. Or, la définition de la santé, c'est même l'OMS qui l'a dit, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui dit, et je les cite, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Exactement. Voilà. Exactement, parce que si on est super musclé, par exemple, et on a, comme disent en anglais, beach body, donc une silhouette bikini, mais que tous les soirs en s'endormant, on pleure, on est déprimé, bah ça, pour moi, c'est pas être en santé. Donc voilà, pour refermer cette parenthèse-là sur la santé. Oui. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est ton rôle en fait de coach mindset réellement par rapport à ton rôle de naturopathe, en sachant que l'hygiène émotionnelle est aussi un pilier de la naturopathe, Oui. ou du naturopathe, pardon, de la naturopathie, je voulais dire. Et donc, du coup, quel est ton apport supplémentaire en tant que coach mindset? Oui, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que dans la naturopathie, il y a ces piliers, les 4 plans de l'être, et il y a un des plans qui est le spirituel. Il y a le mental, il y a le vital, il y a le spirituel et l'émotionnel. Et c'est pouvoir, pour moi, ce que j'ajoute par rapport au côté coaching, côté mindset, c'est avoir une bonne relation avec soi-même. Et être capable de pouvoir apprendre à se connaître soi-même. Et en gros, pour le définir en une phrase, c'est devenir son propre meilleur ami ou sa propre meilleure amie. Son nounours. Son nounours. Alors le nounours, c'est pour l'enfant intérieur, pour moi en tout cas, hein. Mais c'est être capable de se dire, ok, quoi qu'il m'arrive dans la vie, je serai toujours avec moi. C'est-à-dire, je serai toujours là pour moi. Le discours que j'ai envers moi-même, il est encourageant, il est positif. Je suis consciente de mes limites, je suis consciente de mes capacités. Mais c'est aussi euh, savoir aussi se prendre conscience de comment on se sent vis-à-vis de soi-même. Je prends un exemple. Il peut y avoir certaines personnes qui peuvent réussir dans la vie. Donc après, la réussite, ça va dépendre de la définition qu'on donne au mot réussite, mais par exemple, on va dire de manière conventionnelle ou classique, avoir une carrière professionnelle, avoir une famille, conjoint ou enfant, etc. Et un certain niveau de vie au niveau social, être dans une certaine catégorie socio-professionnelle. Bon, c'est la définition que certaines personnes peuvent donner. Je ne veux pas généraliser. Mais c'est pas parce que ces personnes peuvent réussir qu'elles ont une bonne relation avec elles-mêmes et qu'elles se sentent heureuses avec elles-mêmes. Ou qu'elles ont une bonne image d'elles-mêmes. En tant que coach mindset, je travaille aussi sur l'image qu'on a de soi-même. Comment on se voit soi-même, non seulement ce qu'on pense de soi-même, mais ce qu'on ressent vis-à-vis de soi-même. Des fois, on va se parler à soi-même d'une manière que on n'oserait jamais parler comme ça à quelqu'un d'autre. Donc, c'est développer une meilleure relation avec soi-même au point de devenir sa propre meilleure amie ou son propre meilleur ami. Pour résumer de façon claire et imagée, je le définirais comme ça. D'accord. Et donc, du coup, de manière concrète, tu proposes des accompagnements en naturopathie et des coachings de manière séparée, ou en fait, tu mutualises l'accompagnement et enfin, c'est juste entre guillemets, hein, ce n'est pas réducteur quand je dis juste, mais tu regroupes en fait ta manière d'accompagner en tant que naturopathe. Tu as vraiment cette casquette en plus de coach mindset. J'allie les deux ensemble parce que ça va très bien ensemble, je trouve. Justement, de pouvoir D'accord. allier l'hygiène de vie globale
comment prendre soin de soi au niveau physique, comment prendre soin de son corps, comment apprendre à calmer son stress, son anxiété, puisque je me suis spécialisée dans la gestion du stress. Et aussi le côté coaching, le côté euh, pouvoir prendre conscience de ses pensées, de son discours intérieur. Les deux vont très très bien ensemble. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte d'une chose, pour te donner la petite histoire, c'est que certaines personnes venaient me voir en naturopathie et que en naturopathie. Pourtant, elles ne mettaient pas forcément. Alors, on se mettait d'accord sur un plan d'hygiène de vie. Elles venaient me voir pour une problématique X ou Y. On se mettait d'accord, le plan d'hygiène de vie, la personne était OK. Et pourtant, elle ne passait pas à l'action, elle ne le mettait pas en place. Il y avait des blocages. Même si la personne elle était d'accord avec ce qu'on avait défini, pour elle c'était faisable, c'était réalisable, mais pourtant elle ne le mettait pas en place, ou elle en faisait juste une partie, mais pas la totalité. Du coup, il n'y avait pas les résultats. Et pourquoi? À cause de ces blocages du mental, à cause de pensées limitantes, par exemple. Et c'est pour ça que je mélange les deux et j'allie les deux, le coaching et la naturopathie, parce que justement, pour ces personnes qui ont, c'est la majorité des gens d'ailleurs, ces blocages ou ces pensées limitantes, ou se dire oh ça va être difficile, ou je vais pas y arriver, ou je suis pas capable, ou autre, bah, justement ça leur permet de pouvoir dépasser tout ça. Et dans le stress et dans la gestion du stress, la partie coaching aussi va être très importante. En tout cas, j'aime beaucoup effectivement pouvoir rencontrer d'autres consoeurs et confrères naturopathes parce que je m'aperçois à quel point ce métier, enfin, ce métier est très enrichissant et très riche, puisqu'en fait, on ne s'arrête pas à une simple définition et on y amène vraiment notre propre couleur, notre propre identité en fonction de nos expériences aussi personnelles. Et je sais que dans mes auditrices, dans les auditrices du podcast, il y a pas mal de personnes qui sont soit déjà naturopathes, soit en reconversion, soit en réflexion. Et je trouve que c'est très intéressant d'apporter cette richesse-là grâce aux épisodes parce que souvent, quand on se lance dans une formation naturopathie, on aborde toute la théorie, hein, le programme, c'est très factuel, c'est très cadré. On doit exercer en cabinet ou on doit faire ça en magasin bio, etc., etc. Mais alors qu'on pourrait vraiment s'approprier en fait notre manière d'accompagner une personne sur le chemin de la santé naturelle, de manière à ce qu'elle mettent en place les choses qui sont les plus respectueuses pour elles, pour leur environnement, etc. Mais aussi avec notre propre manière, nous, de penser et de fonctionner aussi. Donc, voilà, je pense que tu es un exemple supplémentaire de la manière dont on peut exercer la naturopathie et l'accompagnement. Voilà. Merci. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je n'exerce ni en cabinet, enfin plus maintenant, et ni en magasin bio, puisque j'ai choisi de travailler en ligne. Et ça, alors en adaptant bien sûr, et ça fonctionne très bien. Voilà. Alors du coup, pour terminer un petit peu le chapitre sur ta reconversion professionnelle en tant que naturopathe et coach, est-ce que tu pourrais, avec le recul peut-être, et pour toutes les personnes justement qui sont en train de se dire «Ok, je vais peut-être me reconvertir», quelles ont été tes éventuelles difficultés de reconversion? Que ce soit lié au métier que tu as choisi de faire ou de manière générale à ce changement en fait de vie qui est assez quand même bouleversant. Oui, alors d'abord, je voulais répondre à l'autre partie de ta question parce que ça va m'aider à répondre à celle-ci aussi. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ce changement? Alors, ce qui m'a amené, c'est que par la force des choses, mon corps a dit stop. Et à l'époque où j'habitais en Angleterre, j'ai fait un très très gros burn-out, un épuisement complet où je ne pouvais plus aller travailler, où je pouvais plus faire même les activités quotidiennes comme aller faire ses courses ou tout me demandait vraiment un effort considérable. En plus des douleurs physiques, des symptômes, je pense que les symptômes tous les symptômes liés au stress, je les ai eus à cette époque-là, que ce soit au niveau du système nerveux avec les maux de tête, manque de concentration, euh, ou pas pouvoir, troubles de mémoire par exemple, ou encore la digestion. Là, c'était une vraie catastrophe. Je n'arrivais pas du tout
à digérer. Et même si j'étais pas naturopathe à l'époque, je sentais bien que voilà, ça allait pas du tout au niveau du transit, euh, au, au niveau de, voilà, des ballonnements, des douleurs que j'avais, que ce soit même au niveau l'appareil urogénital où voilà, j'avais des douleurs, le syndrome prémenstruel au point de ne pas pouvoir marcher. Enfin bon, pas d'énergie, insomnie, envie de rien. J'ai tout eu, en fait. Et donc, du coup, ça a été stop, parce que je ne pouvais plus. Même si je voulais faire des choses, je ne pouvais plus du tout. Et à cette époque-là, c'était pas encore reconnu, le burn-out. On n'en parlait pas, on parlait de dépression, on croyait pas vraiment, mais qu'est-ce que c'est? Bon. Et ce qui m'a aidée, c'est, après m'être tournée vers la médecine allopathique, aller voir mon médecin traitant et n'avoir aucune réponse satisfaisante, après plusieurs analyses ou autres, je me suis tournée vers un, un homéopathe qui faisait aussi de l'ostéopathie et de la naturopathie et qui m'a aidée, qui m'a accompagnée. Et c'est vraiment cette personne qui m'a pointé du doigt certaines choses par rapport à mon corps, par rapport à ce qui n'allait pas, par rapport au fait de comment écouter aussi mon corps. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai retrouvé mon énergie, ma santé. Et j'ai commencé aussi à changer mon hygiène de vie. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec le corps, c'est ses capacités d'auto-guérison. C'est-à-dire que quand on commence à donner au corps ce qu'il lui faut, et ben tout naturellement, il reprend sa vitalité, il reprend son énergie et on n'a pas envie de reprendre ses mauvaises habitudes. On change son hygiène de vie et ça devient une façon de vivre, tout simplement. Mais ça se fait progressivement et sans effort, j'ai envie de dire, parce que le corps cherche ça, le corps veut être en santé. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur ce type de profession-là. Donc, j'ai vu la réflexologie qui m'intéressait, la naturopathie également, le coaching. Et c'est comme ça que, après réflexion, j'ai décidé de changer de profession, changer de voie et de m'orienter plutôt vers ce type de profession d'accompagnement à l'autre, de bien-être également. Alors, pour moi, je suis le genre de personne, une fois que j'ai pris une décision, la décision, elle est prise. Et pour moi, le choix, c'est trouver rentrer en France. Parce que comme je disais à l'époque, voilà, j'habitais à l'étranger, rentrer en France pour faire mon cursus et le, euh, la formation pour me reconvertir. Alors, cette formation, je l'ai fait à Paris, à l'ISUPNAT. Ça a été une formation très, très intensive où j'ai appris énormément sur moi, sur moi-même, bien sûr, sur comment fonctionne l'être humain. Alors, j'étais vraiment dans mon élément puisque c'est des choses qui me plaisaient depuis toujours. Être dans les livres et apprendre. Et ça a été vraiment très, très enrichissant pour moi de, euh, de voir que ben, je suis capable de le faire pendant mon cursus, de voir que, ok, j'ai des résultats, je vois que j'arrive à, à retenir les choses. Pourtant, je ne viens pas d'un domaine scientifique à la base, ni médical ou autre, ni paramédical. Pourtant, j'ai réussi à le faire. Et, et pour toutes celles qui écoutent et qui se posent la question, qui ont envie de faire une reconversion vers les métiers du bien-être, si vous avez en vous le désir, c'est que vous pouvez le faire. Peut-être que va falloir que vous soyez créative et adapter les choses à votre personnalité, à qui vous êtes et à votre vie actuelle. Mais quand on a envie de quelque chose, si on a le désir de faire quelque chose, c'est qu'on peut le faire. Sinon, on n'aurait pas le désir. C'est la motivation intrinsèque, et le pourquoi on fait les choses, le pourquoi personnel, c'est la clé et le moteur de tout. Pour des choix professionnels, mais pour des changements justement dans l'hygiène de vie, etc. C'est ce qui mène à des choix les plus durables et les plus en accord en fait avec ce que l'on veut faire et vivre. Donc effectivement, allez-y, go, 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 si vous avez envie. Exactement, oui. Ok. Et du coup, est-ce que ça a été super simple? Tu as fait face à quelques difficultés?
Alors, j'avais pris ma décision, pour moi c'était clair. Après, c'est poser la question de où faire la formation. Donc voilà, je me suis tournée plutôt vers, voilà, un organisme, parce qu'il y en a plusieurs, un organisme, reconnu pour son professionnalisme, pour son sérieux, donc c'est ce qui a orienté ma décision aussi. Heu, donc je sais pas si c'est vraiment une difficulté ça, mais en tout cas, voilà, j'ai pris le temps vraiment de bien choisir parce que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps qu'on doit investir aussi pour se former à ça. Et ensuite, si je dois dire s'il y a eu des difficultés pendant le cursus, encore une fois, là, c'est la partie, coaching, partie mindset, c'est dépasser, pardon, mes propres blocages, mes propres pensées, les moments où j'avais des doutes, les moments où même au moment où il a fallu, après la formation, se lancer. Dépasser, voilà, mes moments d'incertitude, mes moments de doute, parce que c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Le cerveau son rôle, c'est de nous garder en vie. Son rôle, c'est de nous protéger. Donc, dès qu'on fait un changement, dès qu'il y a un changement dans notre vie, eh bien, le réflexe du cerveau, c'est dire non, stop, n'y va pas, c'est l'inconnu, c'est dangereux. Le cerveau va le voir comme une menace. Donc, il va y avoir des pensées limitantes, il va y avoir tout un tas de stratégies que le cerveau va mettre en place, de l'ego même qui va intervenir, mais c'est pour nous protéger. Donc ça, c'est important de le garder à l'esprit. C'est toujours en fait dans une démarche de protection. Et quand j'ai réussi à dépasser justement ces blocages, ces pensées limitantes, mais là, ça commençait à, à aller mieux, à être beaucoup plus fluide dans ma vie, dans les choix que j'ai faits ensuite pour me lancer, etc. Et pour commencer en tant que naturopathe. Et comment tu as fait pour dépasser ces blocages et ces pensées limitantes? Tu t'es fait accompagner ou tu as réussi par toi-même à les surpasser? Alors, c'est une très très bonne question. Je dirais que la clé, c'est de d'être capable de prendre du recul par rapport à ses pensées. Et pour ça, c'est beaucoup plus simple quand on se fait accompagner. Alors, Mmh. je pense que c'est possible de le faire seul, mais honnêtement, ça prend 2 fois plus de temps et 2 fois plus d'efforts. Quand on se fait accompagner et que par une personne bien sûr qui sait ce qu'elle fait, eh bien, les choses vont beaucoup plus rapidement parce que le fait d'avoir une tierce personne qui va nous pointer du doigt avec bienveillance, hein, mais qui va nous pointer du doigt certaines choses, qui va poser certaines questions qui vont pousser à la réflexion, eh bien, on peut aller beaucoup plus vite dans dans son déblocage, j'ai envie de dire, ou en tout cas dans l'objectif qu'on veut atteindre ou, ou ce qu'on veut, oui, l'objectif qu'on veut atteindre dans sa vie. En fait. En tout cas, effectivement, je partage ton avis sur le fait de pouvoir se faire accompagner. Après, est-ce que c'est... Il peut effectivement, l'idéal peut-être c'est de se faire accompagner par un professionnel, un coach, etc., qui peut vraiment travailler de manière objective. Mais je pense que la première étape, avant peut-être d'investir dans un accompagnement, la première étape qu'on doit tous faire, j'ai envie de dire, pour aussi, on a tous des pensées limitantes qui nous traversent dans une journée, c'est d'essayer d'en parler en fait, d'en parler des fois à son conjoint ou à une personne de sa famille ou un ami. Juste le fait d'en parler et d'extérioriser verbalement des fois des pensées de manière à ce qu'elles ne restent pas des ruminations. Parce que déjà la rumination, ça tourne et ça prend énormément de charge mentale. On broie du noir, du coup ça ne fait que alimenter nos pensées limitantes, nos blocages. Et donc déjà, ne serait-ce que de partager les ressentis, la vision qu'on a aussi de ce que l'on fait avec nos propres mots, de le partager à quelqu'un de notre entourage euh, et de confiance, qu'on sait très bien qu'elle ne portera pas forcément le jugement dessus, eh bien cette personne-là peut déjà en fait
voilà, montrer du doigt certaines choses. Après, effectivement, il ne faut pas non plus lui donner la responsabilité de vous lever ces blocages, mais parfois pour certaines personnes, ça suffit parce que, eh bien, elles se rendent compte, elles prennent conscience et elles peuvent continuer à avancer de manière autonome. Mais je pense que ça reste quand même primordial de partager. Oui, Après, c'est vrai, comme tu l'as dit, je pense que l'accompagnement pour certaines autres personnes où c'est bien plus profond ou qui n'ont pas cet entourage, effectivement, aussi de confiance, ça reste indispensable pour arrêter en fait de broyer du noir et de se tordre l'esprit dans tous les sens et qui nous empêche d'avancer en fait. oui, oui, oui. Et j'appuie vraiment sur ce que tu as dit un entourage de confiance, parce qu'il ne faudrait pas que les personnes autour projettent leurs propres peurs, leurs propres doutes, leurs propres Mhm. incertitudes. Oui, Et ça peut faire l'effet boomerang où en fait, nos propres peurs sont amplifiées. Mais un autre exercice qui peut être fait aussi, qui est simple et qui permet de vider un peu ce qu'on a dans ses pensées, c'est d'écrire, de faire du journaling en fait. Donc tout simplement de prendre un papier, un crayon, un journal réservé à ça et de d'écrire ses pensées sans se censurer justement, et de les relire après. Et avec le recul, on voit les choses différemment. ouais, j'aime beaucoup conseiller également ça. J'appelle ça le journal vide-cerveau ou journal poubelle. C'est vraiment de coucher sur papier tout ce qui nous passe par l'esprit sans réfléchir, sans analyser derrière quoi que ce soit. Mais c'est juste voilà, d'évacuer comme quand on va aux toilettes, on évacue nos toxines. Et ben là, c'est pareil, on a des toxines mentales, ça fait du bien de les évacuer aussi. Exactement, oui. Ok, eh bien écoute, merci pour ce partage autour de la reconversion professionnelle. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un autre chapitre. J'ouvre le chapitre de l'une de tes expertises, à savoir le stress, qui est un petit peu l'une des maladies du siècle avec le mal de dos, j'ai envie de dire. Du coup, pour me poser un petit peu les bases, est-ce que tu pourrais nous dire ce que signifie être stressé, selon toi? Parce que justement, on entend partout qu'on est stressé, qu'il y a du stress, etc. Mais selon toi, ça veut dire quoi concrètement, être ou se sentir stressé? Alors déjà, faut différencier différents types de stress. Une personne qui va se définir comme étant stressée, c'est que déjà elle est dans la deuxième catégorie du stress chronique. Parce que à la base, tous les mammifères ont du stress. Le stress, c'est une réaction normale du corps face à un, un événement qui est ressenti comme menaçant. Et donc le corps va être dans l'obligation de s'adapter. Donc un stress, ça peut être physique. Par exemple, si moi je suis plutôt frileuse, et donc si je reste longtemps dehors et que je suis pas bien couverte, j'aurai ce stress physique, et donc mon corps, ça va lui demander de s'adapter au froid. Donc je vais commencer à grelotter, à trembler, etc. Parce que mon corps essaye de créer de la chaleur, il essaie de s'adapter. Mais si je reste dans la neige et que je suis très frileuse, je suis pas assez couverte, là mon corps il pourra plus s'adapter parce que je dépasse mes capacités de résistance au froid. Donc ça, voilà, c'est un stress qui peut être physique. Il peut être aussi émotionnel pour les personnes, par exemple, qui sont dans une relation toxique avec un ou une partenaire conjoint toxique, par exemple. Donc là, pareil, ça demande une adaptation émotionnelle qui est des fois dépassée, ou ça peut être aussi psychologique, par exemple au travail ou même dans la famille, avec une pression mentale qui peut être faite. Donc le corps a tout naturellement ce système ce mécanisme de défense qui est le stress. Et une fois que le stress est passé, bah, normalement, tu reviens à la normale. Donc déjà, voilà, le stress, la réaction du corps au stress, jusqu'à une certaine limite, elle est tout à fait normale, elle est tout à fait saine même. Même un bon coup de stress, dès qu'il est court et il est relatif, ça peut même booster. Ça peut même aider à se dépasser. Par exemple, le stress des examens, ça peut faire qu'on va se surpasser, par exemple. Ou le sportif qui va avoir
un stress avant un match ou une compétition. Ça peut booster avec cette adrénaline qui va être sécrétée. Alors maintenant, et je pense que tu faisais peut-être référence à ça en parlant de maladie du siècle et d'une personne qui se définit comme étant stressée. Là, c'est quand on est en stress chronique. Et là, c'est quand c'est pas bon. Là, c'est quand c'est pas normal, justement. Et qu'on est dans la phase qu'on appelle de résistance, où là, il va y avoir du sucre qui va être libéré en plus grande quantité pour donner plus d'énergie, du cortisol qui est l'hormone du stress qui va être aussi libéré dans le corps pour faire face à, à ce stress justement. Et quand il y a justement ce stress qui est répété sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, pour certaines personnes plusieurs années, malheureusement, c'est là qu'il y a un épuisement qui arrive et qu'il y a des symptômes qui sont liés à ce stress chronique ou à cet épuisement avec, alors dans le cas de l'épuisement, ça peut aller comme moi, plus pouvoir se lever le matin, comme moi à l'époque, où il y a vraiment plus d'énergie, c'est-à-dire que les glandes surrénales qui sont des petites glandes qui sont sur les reins, donc au niveau du dos, et qui produisent le cortisol, sont épuisées. Et il n'y a plus cet effet booster, et donc là, c'est la fatigue générale. Et ça peut provoquer en parallèle aussi tout un tas de symptômes, comme moi aussi j'avais à l'époque, il y a un dérèglement de tous les autres systèmes du corps, parce que quand on est en stress chronique, en stress prolongé, il y a certaines fonctions du corps qui sont mises en pause, comme par exemple la procréation, comme par exemple la digestion, etc., etc. Alors quand je dis la digestion, c'est-à-dire qu'il va y avoir une perturbation, une mauvaise digestion par exemple, soit un transit accéléré ou ralenti, etc. Voire même des pathologies digestives qui vont s'installer. Exactement, exactement. Voilà. Avec aussi, chez certaines personnes, des douleurs ostéomusculaires, par exemple, ou même au niveau du mental, voilà, manque de concentration, manque de mémoire, insomnie aussi, troubles du sommeil. En fait, un taux de cortisol trop élevé et de manière prolongée va dérégler tous les autres systèmes du corps. Donc, tout va être impacté. Les émotions également vont être impactées, puisque du coup, à cause de du manque de minéraux, du manque de nutriments, le cerveau va pas avoir ce qu'il lui faut pour créer les neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine. Voilà, c'est ce qu'on appelle voilà l'hormone du bien-être, par exemple. Voilà. Et donc, bien souvent, les gens arrivent dans cette phase de stress chronique, phase de résistance, sans s'en apercevoir. Et parce qu'on n'a pas appris et on n'apprend pas à écouter son corps, et qu'on est dans une société aujourd'hui où il faut y aller, homme ou femme, hein, il faut y aller, il faut foncer, il faut aller travailler, il faut s'occuper des enfants, il faut, etc., etc. On a des objectifs, il y a des choses qu'on veut faire, et donc on est dans l'action, dans l'action, dans l'action. Eh bien, quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, souvent, c'est que le corps a dépassé ses capacités il y a bien longtemps. Et on est pratiquement en phase d'épuisement, à la limite du burn-out ou directement en burn-out, pour beaucoup de gens. Justement, c'est la parole de notre corps, hein. Les symptômes, c'est la manière dont le corps a de nous communiquer son état de santé ou non. Et effectivement, quand on arrive à prendre conscience des symptômes parce qu'ils deviennent trop importants, c'est qu'effectivement, on a déjà dépassé les capacités. Alors, justement, pour compléter un peu, on parlait du cortisol, qui est cette hormone en fait qui est sécrétée par le corps dans une situation de stress, qu'elle soit aiguë ou chronique. Alors, faut pas voir ça comme étant le méchant, puisqu'effectivement, le cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée dès le matin pour nous permettre de nous réveiller et de nous faire nous lever.
Donc à la base, c'est une hormone dont le corps a besoin, comme les autres hormones, notamment les hormones stéroïdiennes, etc. Donc elle est nécessaire. Ensuite, ce que tu disais également, c'est la problématique, c'est quand on dépasse, en tout cas, ce seuil de manière longue et justement chronique, donc s'installe la chronicité, et que le corps n'a plus le temps de retrouver ses valeurs nominales de fonctionnement pour regagner en énergie. Et du coup, au fur et à mesure, on vient puiser dans nos réserves minérales, vitaminiques, etc. Et ce qui est compliqué, et c'est ça qui le rend le stress chronique dangereux, c'est on ne s'aperçoit pas en fait généralement qu'on est en période de stress chronique parce que le corps s'adapte tellement qu'on n'y fait même plus attention et qu'on s'adapte en fait à cet état-là. Donc on ne le perçoit plus. Et c'est ce qui fait que du coup ça dure de plus en plus longtemps et que ça creuse de plus en plus aussi de carences derrière et que les symptômes finaux qui vont enfin nous dire ok là c'est fini, prends-toi en main sont de plus en plus aussi importants et compliqués parfois à, à surmonter. Donc finalement, il y a quand même, je perçois, il y a deux choses, il y a deux axes pour essayer de limiter ce stress chronique. Encore une fois, pas le stress aigu qui est nécessaire, mais le stress chronique, c'est à la fois finalement, d'apprendre à s'écouter, parce que quand on apprend à s'écouter, on détecte plus rapidement quand il y a quelque chose qui coince, qui tourne pas rond, et du coup, on peut se rendre compte avant que ce soit trop creusé. Et puis après, la meilleure des manières, ça reste encore une fois la prévention, c'est-à-dire mettre en place des choses dans sa vie, un cadre, un contexte, des outils qui obligent le corps à retrouver ses valeurs nominales justement de fonctionnement et à faire baisser ce cortisol de manière à ce qu'on ne reste pas en seuil maximal de manière chronique. Exactement. Ouais. Alors du coup, tu as parlé de mode de vie un petit peu rapide, etc. Est-ce que tu penses qu'adopter un rythme de vie, un mode de vie plus responsable, plus dans la lenteur, pourrait justement avoir des impacts positifs sur notre état de stress? Alors, oui et non. Oui et non parce que, encore une fois, on est un tout. Donc moi, enfin, en tant que naturopathe, on a cette vision vraiment holistique de l'être. Si on met en place un mode de vie plus lent, plus tranquille, etc., mais qu'on a un discours intérieur où on va être négatif, se stresser soi-même en fait par ses pensées, alors ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien. L'exemple, c'est des sportifs, et malheureusement, il y a plusieurs exemples de ça, des sportifs qui sont suivis, qui ont une hygiène de vie, qui ont des kinés, qui ont un entraîneur, qui ont un coach mental, qui font tous les examens biologiques, et pourtant sur le terrain, crise cardiaque ou AVC. C'est triste, mais c'est des choses qui arrivent. Alors je dis pas Non, que, mais alors voilà, je dis pas que c'est pas. tu fais bien de le préciser parce Oui, qu'effectivement, il y a toujours une dissonance en fait. Il faut faire super exact, attention entre ce que l'on fait et ce que l'on pense profondément. exact. Et ça, je le retrouve exactement dans les troubles hormonaux justement ou les troubles du cycle. Donc, Voilà, exactement. effectivement. Ouais. Et un autre exemple, c'est ces personnes qui, encore une fois, vont avoir un corps de rêve, homme ou femme, musclé, magnifique, mince, etc. Et pourtant, voilà, vont, même pas avant l'âge de 30 ans, vont décéder subitement, crise cardiaque ou avec AVC, par exemple. C'est des choses qui sont tristes, mais malheureusement, ça arrive. Pourquoi? Parce que il y a justement cette dissonance entre elles pensent avoir une hygiène de vie globale, ils pensent s'alimenter correctement et vivre au bord de la plage, etc. Et c'est très bien. Mais si à l'intérieur, on ne sait pas prendre soin de soi, et quand je dis à l'intérieur, ça veut dire ça, la relation qu'on a avec soi-même, eh bien, ça va affecter le corps physique. Et on le sait aujourd'hui, hein, il y a les études des neurosciences prouvent l'effet non seulement du stress, mais aussi des pensées qu'on va avoir sur le système cardiovasculaire,
sur la respiration, sur, enfin, etc., etc., sur le fonctionnement du cerveau, etc. Parce que tout est lié, tout ça est lié. Donc, et c'est pour ça qu'au début, on parlait de la définition de la santé. C'est ça, c'est cet équilibre, non seulement entre vivre dans un cadre, quel qu'il soit, un cadre de vie qui soit approprié pour soi, mais aussi avoir une vie intérieure, un discours mental qui est aligné avec ça. D'où mes doubles casquettes qui, pour moi, vont très bien ensemble, justement. Et surtout chez les femmes, où les femmes, on est beaucoup plus sensibles au stress, parce que le cerveau limbique, donc le cerveau limbique, donc qui gère les émotions, les souvenirs, va être beaucoup plus actif, beaucoup plus sensible chez la femme aussi, avec cette perception du monde, voilà, qui va être différente entre un homme et une femme. En tant que femme, on aurait tendance à être beaucoup plus affectée par un événement. Alors, je dis pas que les hommes sont pas sensibles, hein. Il y a des hommes qui sont très sensibles aussi, hein, bien sûr, hein. Mais c'est vrai que chez la femme, il y a cette, voilà, cette sensibilité, plus en rapport avec ses émotions aussi. C'est vrai que l'éducation joue beaucoup aussi dedans. Comment on va élever un petit garçon et une petite fille aussi, ça va faire une différence. Mais c'est vrai que voilà, chez les femmes, on est beaucoup plus sensible au stress. Il y a aussi la pression de la vie actuelle qui va être chez un homme différente que pour une femme aussi, et qui va faire que voilà, on va en tant que femme être beaucoup plus sensible à cette pression, à ce stress de la vie quotidienne, et avoir les émotions en plus à fleur de peau également. Surtout si par exemple dans la vie professionnelle, la vie en entreprise, moi je me souviens que voilà, quand on est en entreprise, on est en travail, on laisse de côté ses émotions. Il ne faut pas montrer ses émotions, il faut être entre guillemets dur, il faut être professionnel, et donc ne Il faut pas, être un homme. voilà, tu l'as dit, et ne pas montrer voilà les jours où ça va pas, les jours où on est fatigué, les jours où voilà, on a les émotions à fleur de peau, on le montre pas. Donc tout ça et tout cette voilà, la vie comme elle est aujourd'hui fait que nous les femmes, c'est vrai qu'on va être beaucoup plus sensibles au stress, et c'est pour ça que j'encourage toutes les femmes que j'accompagne à faire de leur bien-être une priorité. Et pour ça nécessite non seulement des changements dans leur hygiène de vie globale. Donc, c'est pas seulement aller faire du sport et changer son alimentation, mais ça nécessite aussi un discours intérieur qui va être différent, une relation avec soi-même qui va aussi être différente. Et ça, ensemble, c'est vraiment le mariage parfait pour pouvoir, dans les moments difficiles, dans les moments de stress de la vie, pouvoir faire face, quoi qu'il arrive. 2020 nous a montré qu'il y a des conditions extérieures, voilà, comme une pandémie, on n'a pas de contrôle dessus, sur les conditions extérieures, mais on a un contrôle sur notre vie et sur notre vie intérieure aussi. En tout cas, effectivement, tu l'as très bien dit et je te rejoins une nouvelle fois. Et moi, c'est vraiment chez les personnes et les clientes qui ont à la fois effectivement agi sur leur hygiène de vie, mais parce que elles étaient profondément convaincues et parce qu'elles étaient profondément alignées aussi avec ce qu'elles voulaient vivre, que les résultats ont été les plus extraordinaires, remarquables et finalement aussi faciles à mettre en place. Donc cette recherche en fait d'alignement et des fois il faut pas en vouloir en faire trop en fait parce que vouloir en faire trop c'est pas toujours synonyme de faire ce dont on a vraiment envie de faire en fait. Donc voilà, le discours intérieur en tout cas il est vraiment je pense primordial effectivement. Ok. Alors, on arrive à la fin de cet épisode, de cet échange. J'ai encore quelques petites questions secrète pour toi que j'aime bien poser à mes invités, notamment à mes invités femmes, à savoir déjà la place de ton corps et de ta féminité dans ta vie. Est-ce que tu te sens être une femme épanouie aujourd'hui? Oui, complètement. Et tous les côtés, même justement mes cycles. euh, J'aime être une femme même dans ces moments-là du mois, en fait. Et je profite aussi de ces moments-là pour me reconnecter avec moi-même.
Je disais au début, voilà, prendre le temps pour moi, plus de repos, aller un peu plus lentement, être plus à l'écoute, de mon corps aussi. Pour moi, ça fait partie aussi d'accepter sa féminité. Malheureusement, beaucoup de femmes, je pense que tu dois en rencontrer aussi, et moi aussi j'en accompagne certaines, qui ont justement les douleurs prémenstruelles, le syndrome prémenstruel. Bien souvent, elles se rendent pas compte, mais elles rejettent leur féminité ou elles rejettent justement leur cycle. Et bien sûr que ça n'aide pas. Même elles en veulent à leur cycle. Et moi, il y a une époque où j'étais comme ça. Il y a une époque où j'étais comme ça et je vivais difficilement en fait mes cycles. Et maintenant que j'ai une meilleure relation avec moi-même et que j'accepte aussi ces parties de moi en tant que femme, eh bien ça se passe beaucoup mieux, avec beaucoup plus de légèreté. Et si je suis fatiguée, eh ben je suis fatiguée. Si j'ai envie de faire une sieste et que je peux me le permettre, eh ben je me le permets. Si je veux aller faire une promenade, ben je vais le faire. Je vais vraiment, alors en fonction bien sûr des possibilités, hein, m'accorder ces moments pour moi. Parce que je sais qu'après, quand ce sera le moment d'être beaucoup plus active, être beaucoup plus dans l'action et que mon énergie va remonter, là, je sais que voilà, je pourrais me donner plus à fond. Mais le fait de, autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que le fait de respecter justement ces fluctuations d'énergie et qu'elles sont normales et naturelles chez la femme, le fait de les respecter et de euh, d'accorder, d'aligner mon activité quotidienne avec ces moments d'énergie, bah, je suis beaucoup plus productive. Par exemple, avant, quand j'écoutais pas mon corps et que je commençais à ressentir un peu de fatigue, je me disais bon allez non, on y va, il faut travailler, il faut faire ci, il faut que je fasse ça, je peux pas me permettre de me reposer. Et donc du coup j'étais épuisée et j'avais besoin d'un temps de récupération qui était beaucoup plus long. Donc c'était contre-productif. Maintenant que je m'accorde du repos quand j'en ai besoin, de faire attention à mon alimentation à ces moments-là, encore plus que d'habitude par exemple, bah, je suis beaucoup plus productive. Parce que les moments où mon énergie remonte, bah, elle remonte à 100%. Et je peux vraiment me consacrer à bah, l'activité quotidienne ou ce que j'ai à faire dans la journée à ce moment-là en étant vraiment à 100%. Encore une fois, hein, c'est une question aussi d'alignement au final avec entre ce que l'on fait et ce que l'on ressent et ce que l'on pense. Et comme tu le disais, à partir du... En fait, souvent quand on se sent pas bien, quand on a une baisse d'énergie, on n'ose pas ralentir parce qu'on a peur. On a peur d'être moins productif, on a peur de passer à côté de quelque chose, etc. Parce qu'en fait, on s'imagine, on projette quelque chose, on s'imagine que cette situation de basse énergie va perdurer. Effectivement, si cette basse énergie perdure plusieurs mois, on risque effectivement de manquer en productivité, peut-être que ça va être compliqué de continuer sa vie, etc. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans le cas du burn-out. Mais quand on sait que ces fluctuations d'émotions et d'énergie sont des fluctuations et que très rapidement, quand on sait les écouter et les vivre telles qu'on les ressent à l'instant T, elles vont ensuite justement changer, transiter vers une énergie plus haute. En fait, il faut avoir confiance en ça, il faut avoir confiance en notre corps. Et en ayant confiance en notre corps, on sait que cette situation ne va pas perdurer et qu'elle va revenir encore, que l'énergie va revenir encore plus haute dans quelques jours à peine en fait. Donc il faut avoir confiance en notre corps et en l'écoutant quand il a besoin de quelque chose en particulier à l'instant T, quand il a besoin de s'énergiser à cette phase, quand il a besoin au contraire de se reposer à d'autres. Moi je sais que depuis peu, j'ai quelques animaux chez moi et ils me sont tellement inspirants parce qu'ils sont tellement intuitifs, les animaux. De les observer comme ça, c'est très inspirant. Donc, si vous nous écoutez, que vous avez un animal chez vous, un chat, un chien, des poules, je ne sais quoi, prenez le temps d'observer votre animal. Vous allez voir à quel point ils nous apprennent énormément Oui, exactement. sur la manière de vivre. Oui, oui, oui. Les bébés et les animaux, en fait, ils sont Mm, mm, très
en phase avec leur corps et les besoins du corps. Un bébé qui a besoin de dormir, il va dormir n'importe où, peu importe ce qui se passe. Si son corps est fatigué, même si on lui donne à manger qu'il est fatigué, il va dormir. Et c'est vrai que des fois, quand on grandit, on devient enfant, on devient adulte, on, on perd ça, cette intuition et l'écoute de son corps, alors qu'elle est déjà en nous. Absolument. Alors, est-ce que tu aurais une question à poser à nos auditrices qui nous écoutent là? Alors, la question que j'ai envie de vous poser, de te poser à toi qui écoute, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la vie dont tu rêves? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la vie que tu as toujours rêvé d'avoir? Voilà ma question. Et si l'une de ces personnes, alors mettez pause maintenant pour ne pas être influencé par ce que je vais dire. Mettez pause et formulez votre réponse. Et maintenant, si l'une de ces personnes te répond, oui, mais je ne sais pas ce que je veux. Alors, si tu ne sais pas ce que tu veux, c'est que tu te laisses probablement influencer par des injonctions, une éducation, un entourage qui vient des fois brouiller la vision qu'on a de soi-même. Parce que au fond, la réponse, elle est déjà là. En se reconnectant avec soi-même, avec son intuition, la réponse, elle apparaît parce qu'elle est déjà là. Elle est juste, c'est comme un meuble, voilà, rempli de poussière. Des fois, on voit pas très bien une gravure sur un meuble à cause de la poussière. Voilà, en dépoussiérant un peu, on voit ce qui est inscrit. Mais l'inscription, elle est là. Pareil, la réponse, elle est en toi. C'est en te reconnectant avec ton intuition profonde, avec ton enfant intérieur, par exemple, avec tes désirs profonds, qu'elle va se révéler à toi. Et pour terminer, est-ce que tu aurais des ressources à nous partager? Je sais pas, une ou deux ressources coup de cœur qui te passent par la tête, que ce soit des vidéos, des podcasts, des lectures, peu importe. Oui, bien sûr. Alors moi, j'aime beaucoup le monde anglophone, tout ce qui va concerner justement le coaching de vie, les neurosciences également. Mais en français, alors un podcast, parce que j'écoute beaucoup les podcasts aussi, j'aime bien ça. En parallèle d'avoir le mien, j'en écoute aussi. C'est une coach de vie qui s'appelle Clotilde Dussoulier et ça s'appelle Change ma vie. Et dans son podcast, elle parle de la gestion des émotions, la gestion du mental, justement la partie coaching avec le discours intérieur également. Deuxième ressource, c'est un expert en neurosciences qui s'appelle David Lefrançois, qui, pareil, sur ses réseaux sociaux, donc il est présent sur Facebook, Instagram, va beaucoup parler de la relation avec soi-même, des pensées limitantes, des blocages qu'on peut avoir. Il va aussi parler du stress, aussi comment atteindre ses objectifs. Et c'est une personne qui accompagne des célébrités, qui accompagne aussi des sportifs pour les aider à atteindre leurs objectifs et leur plein potentiel également. Ok, super. Je mettrai du coup ces ressources dans l'article lié à cet épisode, pardon. Et pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, puisque vous écoutez déjà les podcasts, vous pouvez me retrouver donc sur les principales plateformes de podcast en tapant mon nom, donc Jessica Baudy, ou le nom de mon podcast, c'est l'Académie Sérénité Vitalité. Ok, parfait. En tout cas, moi, je l'ai ajouté à ma playlist et j'aime beaucoup t'écouter régulièrement. Merci. En tout cas, merci Jessica d'avoir partagé ce moment en ma compagnie, d'avoir partagé ton expérience de vie, de femme, tous tes conseils, ton expertise sur le stress. C'était très, très enrichissant.
Et écoute, je te souhaite une très très belle continuation par la suite. Et puis prends bien soin de ton enfant intérieur et de ton ami. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'était vraiment un plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi et à très bientôt, j'espère. À bientôt. Si tu entends ces quelques mots, c'est que tu es resté jusqu'au bout de cet épisode. Et pour ça, je t'en remercie. Retrouve tous les éléments mentionnés dans son article disponible sur mon site internet hygiène-de-vie.fr avec le chiffre 2 dans la section blog et podcast. Sache que tu peux aussi me retrouver lors d'accompagnements individuels naturaux pour travailler en profondeur sur ton hygiène de vie, mais aussi sur ta santé féminine, cycle naturel, arrêt de la contraception, volonté de grossesse ou encore troubles du cycle. Un programme 100% audio à suivre en toute autonomie est aussi disponible pour t'aider à arrêter la pilule contraceptive en toute sérénité et ainsi t'aider à te réconcilier à ton cycle naturel. Enfin, je t'ai concocté une belle petite boutique naturo hygiène de vie avec des e-books et mini-guides, un livre papier auto-édité Plus jamais malade ou encore une carte cadeau pour offrir un peu plus de santé au naturel à l'un de tes proches. Tous les liens sont en description de cet épisode. Et pour terminer, n'oublie pas de partager cet épisode le plus largement possible et à me laisser ton commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Si tu ne le peux pas, envoie-moi juste un petit mail qui me fera chaud au cœur. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!